Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Histoire. Ici Gauthier Boucher à l'antenne. Je suis aujourd'hui accompagné de Benjamin Ratichot. Bonjour Benjamin. Bonjour Gauthier. Alors aujourd'hui, sur Fréquence Histoire, de nouveau une émission consacrée à une date clé de l'histoire. Cette fois, c'est l'histoire antique, pas tout à fait l'antiquité romaine d'ailleurs, puisqu'on va parler de deux grandes puissances du monde antique que sont Rome certes, mais également Carthage, le monde punique, les guerres puniques et plus particulièrement un des affrontements de la deuxième guerre punique, l'affrontement final en fait de cette guerre en 202 avant Jésus-Christ, c'est la bataille de Zama, très exactement le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ, une bataille qui s'inscrit naturellement dans un contexte de guerre depuis des décennies qui oppose frontalement la République romaine et la République carthaginoise. Et dans cette bataille, Benjamin, il y a deux acteurs principaux qui sont du côté carthaginois naturellement Hannibal Barca, grand stratège de guerre, et du côté romain Scipion l'Africain qui a été un des grands hommes d'État de l'Antiquité romaine. Oui, alors pour un peu contextualiser cette histoire, il faut peut-être traiter, puisque nous allons parler de Rome, on va parler un peu en latin, du motif de la guerre, du casus belli qui a entraîné ces guerres, déclenché ces trois guerres entre Carthage et Rome. Une petite indication géographique permettrait un peu de comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit. Rome, qui s'est constituée en république en 509 avant Jésus-Christ, colonisé peu à peu, a dominé les Étrusques et a envahi la Campanie, la région de Messine et a investi l'intégralité de l'Italie. Et donc s'est constitué au nord de la Méditerranée le noyau d'une puissance qui évidemment éclorera bien des siècles plus tard, notamment sous la dictature de Jules César, puis sous le Principat, puis sous l'Empire. Et de l'autre côté de la Méditerranée, en région septentrionale, dans l'actuelle Tunisie, eh bien une puissance qui avait été fondée par les Phéniciens au début du 9e siècle avant notre ère, s'est développée également, donc son nom est notoire, c'est Carthage. Et en fait, le motif de ces conflits qui vont opposer Romains et Carthaginois est évidemment le contrôle de ce qui les sépare, c'est-à-dire la mer Méditerranée, qui n'est pas une étendue d'eau sans discontinuité, puisque la Méditerranée, c'est encore le cas aujourd'hui, est séparée par toute une série d'îles, la Sicile, Malte, la Sardaigne, la Corse. Et donc toute cette Méditerranée va être l'objet des appétits des uns et des autres, avec des fortunes diverses. On connaît évidemment la fin de l'histoire, c'est la destruction en moins 1146 par Carthage, mais au début de la deuxième guerre punique, la situation est loin d'être évidente. Il n'est pas donné d'avance que Rome ne gagne. Alors, si on veut faire de l'histoire antique, et l'une des rigueurs de la méthode de l'histoire antique nous impose de nous pencher sur les sources qui nous permettent de traiter de la Seconde Guerre punique en général et de la bataille de Zama en particulier. Donc on va faire un peu cette mise au point historiographique avant peut-être de nous plonger plus à même dans le conflit en général et dans le conflit particulier entre Hannibal Barca et Scipion l'Africain. Alors nous avons trois auteurs qui ont traité de la guerre, de la deuxième guerre punique et plus particulièrement, donc je disais, de la bataille de Zama. Le premier d'entre eux, c'est Polybe. Donc Polybe, un historien grec qui avait été fait prisonnier, et apporté à Rome, où il a justement commencé à comprendre comment fonctionnait Rome, et lui sa grande thèse est que Rome a su se développer, notamment après la destruction de Carthage, grâce à sa constitution, à la solidité de ses institutions. Alors, Polybe adresse donc une histoire c'est d'ailleurs le titre de ses œuvres générales, c'est une histoire de la deuxième guerre punique. Cette histoire sera reprise à la charnière des deux ères, avant la naissance du Christ et après, puisque Tite-Live est né en 59 avant Jésus-Christ et décédé en 17 après Jésus-Christ. Et donc dans son livre célèbre, l'histoire de Rome depuis sa fondation, Aborbe Candita Libri, dans son livre 30 de cette histoire de Rome avant sa fondation,
Tite-Live traite de l'histoire de la Deuxième Guerre punique et en particulier de la bataille de Zama, et le travail de Tite-Live est très largement inspiré des travaux de Polybe 2 siècles plus tôt. La dernière source historiographique dont nous disposons, c'est un biographe romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, né environ en 100 et décédé en 25 avant Jésus-Christ, qui était un Gaulois de la Gaule cisalpine, donc au nord de l'Italie, ami de Cicéron, qui s'appelait Cornelius Nepos. Et alors lui ne faisait pas d'histoire générale, lui il faisait des biographies un peu moralisatrices. Et l'un des personnages dont il s'est inspiré pour faire cette biographie était le personnage d'Hannibal, dont nous traiterons, Hannibal Barca. Il avait fait d'ailleurs une biographie de son frère, Hamilcar. Donc ce sont ces trois auteurs, donc les plus importants des trois sont Polybe et surtout Tite-Live. C'est grâce à ces trois auteurs que nous avons connaissance de ce qui s'est passé et des enjeux qui ont commandé à ces guerres, et notamment à la deuxième qui est le théâtre de cette bataille. Gauthier. Effectivement, Benjamin, cette histoire de la Deuxième Guerre punique, et des guerres puniques d'ailleurs en général, nous est connue par ces trois sources qui ne sont pas effectivement d'importance égale, parce que Cornelius Nepos, effectivement, est un petit peu le moins connu des deux. Et puis le nom de Nepos, d'ailleurs, peut être confondu facilement avec celui d'un empereur du dominat de l'Empire tardif. Je crois que c'est un empereur du 5e siècle, qui devait s'appeler Julius Nepos. Toujours est-il que la fin de l'histoire, effectivement, nous la connaissons avec cette fameuse devise du côté romain: Carthage doit être détruite, Carthago delendo est, au IIe siècle avant Jésus-Christ, mais les Romains et les Carthaginois de l'an 202 avant notre ère, lors de la bataille de Zama, forcément ne connaissaient pas la fin de cette histoire, et chacun des camps pensait légitimement pouvoir gagner, même si il y a eu beaucoup d'incertitudes et de retournements dans les décennies qui ont suivi, les décennies de cette deuxième guerre punique et de cette première guerre punique, puisqu'il y a plusieurs reprises, chacun des camps finalement a pu prendre l'avantage. En fait, ça fait une 60aine d'années que ces deux puissances, ces deux républiques, Carthage et Rome, se jaugent, s'affrontent, en vue, bien sûr, comme tu l'as dit, de maîtriser l'espace méditerranéen, un objectif géostratégique finalement très important. Il y a donc une première guerre punique qui aboutit tout d'abord à l'humiliante défaite de Carthage et de son généralissime, dont tu as cité le nom, Hamilcar Barca, qui est né en 290 et avant Jésus-Christ, est mort en 228. Cette défaite, c'est la fameuse défaite des Égates. Les Égates, c'est un archipel sicilien. C'est un combat qui a lieu en 241 avant Jésus-Christ, et cette défaite impose de fait aux Carthaginois un traité de paix qui leur est très très nettement défavorable. Alors naturellement, un tel échec, ça suscite au cœur de la puissance carthaginoise une certaine revanche, une rancœur, une volonté de les pousser de nouveau à la guerre, et c'est chose faite à partir donc de 218 avant Jésus-Christ, qui est le début du conflit qui nous intéresse ici, dont Zama est l'aboutissement. À partir de 218 avant Jésus-Christ, c'est donc la deuxième guerre punique, j'allais dire la seconde, mais non, il y en a une troisième. Le siècle suivant, cette deuxième guerre punique, donc sous l'égide d'un nouveau chef que tu as cité, qui est le cœur de notre récit, bien plus sans doute que Scipion l'Africain, parce que la figure d'Hannibal Barca, c'est bien lui, qui est né en 247 avant Jésus-Christ et mort en 182, cette figure, elle est encore connue au XXIe siècle comme l'archétype de la stratégie militaire. Alors forcément, cette stratégie, elle n'a pas payé finalement, puisque Carthage a été vaincu par Rome, mais pendant des décennies, grâce aux efforts d'Hamilcar et surtout d'Hannibal, la petite puissance punique a pu tenir tête à l'Empire romain, qui était la principale puissance du monde connu. Alors, Hannibal, c'est le fils du général Hamilcar. Son prénom signifie « qui a la faveur de Baal » en grec. Baal étant un dieu, c'est pas un dieu grec, mais c'est un dieu égyptien, le dieu de la foudre. Et Hannibal est perçu de tous comme l'initiateur de cette deuxième guerre punique. C'est le nouvel homme fort de Carthage qui, initialement, veut porter la guerre en Italie, tandis que les Romains veulent envahir Carthage depuis la Sicile. Alors il y a une offensive romaine qui est conduite à partir d'avril 218 avant Jésus-Christ par Scipion l'Africain. Donc Scipion l'Africain, qui est l'autre
grande figure de la bataille de Zama, né vers 236 avant Jésus-Christ et mort en 183 avant Jésus-Christ. Scipion est associé à Sempronius Longus, né vers 260 avant Jésus-Christ et mort en 210 avant Jésus-Christ. Et tous deux tâchent de bloquer la progression des Carthaginois, ce qui n'est pas facile parce que c'est une progression assez rapide et assez originale, Benjamin, parce que l'armée carthaginoise, notamment, franchit les Pyrénées avec son armée, c'est bien normal, mais aussi des éléphants de guerre. Alors les éléphants de guerre ne sont pas des instruments très puissants, paradoxalement, mais ils y sont, Benjamin, une arme psychologique très impressionnante. Oui, alors on aurait tort de croire que les seuls théâtres de cette seconde guerre punique ne fussent que l'Italie quand ça tournait mal pour Rome et quand la fortune a tourné, l'Afrique du Nord. Puisque entre la défaite de Carthage en 241 qui a amené à un traité de paix assez défavorable pour les Phéniciens et le début de la deuxième guerre punique, il y a eu quand même la conquête de l'Espagne par le père et le frère d'Hannibal, et c'est justement le siège dans cette Espagne de Sagonte au-dessus de Valence actuelle, qui était l'allié de Rome, qui a déclenché la riposte de Rome. Et donc c'est par l'Espagne que Hannibal, traversant les Pyrénées, la Gaule, eh bien se retrouve à traverser les Pyrénées pour pénétrer en Gaule cisalpine et par-delà investir l'Italie. Donc c'est une situation évidemment assez extricable pour Rome, et Scipion, quand il prend le commandement des troupes romaines, ne triomphe pas, puisqu'il n'arrive pas à stopper les troupes d'Hannibal sur le Rhône. On essaie du côté de Rome d'envoyer des troupes en Espagne un peu pour essayer de prendre en tenaille les Carthaginois, et aussi pour couper les renforts carthaginois. On n'y arrive pas, d'ailleurs c'est le frère de Scipion qui est envoyé, on n'y arrive pas. De plus, les Gaulois cisalpins font sécession à Rome, c'est aussi l'une des causes de la grande défaite de Cannes en 216, c'est la défection d'un certain nombre d'alliés romains dans la péninsule italienne. Et donc les Gaulois cisalpins en 218 font sécession et se rallient à Hannibal. Hannibal qui a l'air imbattable, qui est d'autant plus imbattable puisque les batailles des rivières de Tinicus et de Trebia, pour terminer à la grande bataille du lac Tracymène, face à Flavinius, le général romain qui d'ailleurs y laisse sa vie, toutes ces batailles conduisent à la menace immédiate de Rome, qui va être obligé, et ce sont des cas assez rares quand même de l'histoire romaine, de nommer un dictateur, puisque la situation est véritablement une situation de crise. Et là on met, qui est d'autant plus une situation de crise, puisque la défection continue. Capoue déserte, Syracuse également. Et donc le dictateur qui est nommé, Quintus Fabius Maximus, a forte affaire. Et donc c'est à ce moment que de nouveaux consuls sont élus pour essayer d'influer et d'endiguer cette vague carthaginoise, et on décide de tenter une dernière bataille pour défendre les cités qui sont encore alliées aux Romains en Italie, et ça va conduire à la mort d'entre 30 000 et 50 000 soldats romains, la fameuse bataille de Cannes en Campanie en 216. Oui, il faut bien préciser que Cannes désigne une localité dans les Pouilles. Oui, c'est pas du tout Cannes que nous connaissons dans le sud de la France. Effectivement, comme tu l'as dit, ce sont des affrontements qui se soldent par beaucoup de morts de part et d'autre. Pour donner un ordre d'idée, la bataille sur les bords de la Trébie, c'est à peu près 30 000 morts uniquement du côté romain. C'est vraiment impressionnant. Et puis les effectifs de part et d'autre sont impressionnants aussi. L'armée carthaginoise et ses alliés cisalpins, ça représente par exemple à peu près 90 000 hommes qui parviennent en Étrurie et combattent, comme tu l'as indiqué, près du lac Tracymène. Là, il y a 15 000 Romains, dont ce fameux général
qui menait les opérations Flaminus. Le fait qu'un général meure au combat, ça illustre quand même que Rome était dans une très mauvaise position. Et puis le talent d'Hannibal, c'est aussi d'arriver occasionnellement à diviser les alliés des Romains, à se rallier aussi des peuples sur le chemin. Par exemple, les Carthaginois ils rallient assez difficilement, mais ils rallient quand même les Gaulois cisalpins, et ils divisent les alliés des Romains, comme par exemple en 215 avant Jésus-Christ, le roi de Syracuse, le tyran de Syracuse, Hieronyme, qui abandonne le combat contre Carthage. Il y a une forme de paix séparée avec Carthage, ce qui fait que Rome est d'autant plus désavantagée parce que Hieronyme abandonne le combat. Et quant à Philippe de Macédoine, il s'allie à Carthage contre Rome, excluant cette dernière de la mer Adriatique. Et puis en Hispanie, le sort de Rome n'est pas plus heureux parce que même s'il y a eu des victoires, à partir de 212 avant Jésus-Christ, c'est un contexte de défaite et c'est par ailleurs la mort des Scipions. Alors la situation se rétablit timidement en faveur de la République romaine grâce à Marc Lévinus qui écrase Philippe de Macédoine à Laous. On a indiqué il y a quelques instants que Philippe de Macédoine était donc allié de manière un petit peu opportuniste à Carthage. Et il y a une deuxième figure, c'est Claude Marcel qui occupe Syracuse, récemment allié donc à Carthage. Et symboliquement, en 211 avant Jésus-Christ, les Romains soumettent Capoue, où quelques années auparavant, il y avait eu ces fameux délices de Capoue, qui étaient l'incarnation de la victoire, d'une série de victoires carthaginoises. Et bien là, Capoue est soumise, alors que Hannibal tient triomphalement cette cité depuis 5 ans. Ensuite, Hannibal est affaibli avec la rentrée, comme tu l'as indiqué, Benjamin, de Fabius Maxime à Tarente en 209 avant Jésus-Christ. Mais cette reconquête romaine est mise à mal par l'arrivée d'un autre protagoniste, qui est le frère d'Hannibal Barca, c'est Hasdrubal Barca, et de son armée au nord de l'Italie en janvier 207 avant Jésus-Christ. Là encore, les effectifs des pertes sont impressionnants parce que Hasdrubal meurt avec, estime-t-on, 56 000 de ses hommes au bord du Métor. Le Métor, c'est un fleuve des Marches. Et puis, Philippe de Macédoine, qui s'était allié stratégiquement avec Carthage, se détache de l'alliance carthaginoise, puisqu'il signe la paix de Phénice avec Rome, on est en 205 avant Jésus-Christ. Et quant à l'offensive carthaginoise en Hispanie, qui est conduite par un autre frère d'Hannibal, qui est Magon, elle échoue 2 ans plus tard, en 213 avant Jésus-Christ. On peut se dire que dans ces années, 210, au tournant des années 210 avant Jésus-Christ, la situation est bien difficile pour les Carthaginois, et de fait, il y a un affrontement final qui se prépare, et c'est le sujet de notre émission, pas à Zama même, mais près de Zama, dans l'actuelle localité de Naragara, qui est en Tunisie, et cet affrontement final oppose donc, nous l'avons indiqué, à la fois romains et carthaginois, et puis quelques troupes supplétives également, et quelques souverains comme Syphax et Massinissa qui viennent un petit peu renflouer des effectifs qui ont sérieusement été saignés par les combats. Oui, alors tu as tout à fait raison, et j'aimerais appuyer dans ce sens. C'est qu'on arrive justement dans ce tournant des années 211, 210, 209 à une sorte d'essoufflement des protagonistes. Hein. Donc c'était vrai du côté de Carthage, tu viens de parler des défaites d'Hasdrubal et de Morgon. C'est vrai également du côté de Rome. Nous avons évoqué tout à l'heure le désastre de Cannes avec ses pertes humaines. Alors, quelle a été la réaction justement des deux puissances et notamment de la puissance vainqueur, Rome, pour triompher à Zama. Rome a vu toute sa noblesse pratiquement disparaître. On est pratiquement dans un scénario à la Azincourt. Et donc Rome, après la défaite de Cannes en 216, facilite la conscription et il n'est plus demandé d'avoir un minimum de richesse pour pouvoir intégrer l'armée. Donc l'armée est ouverte au prolétariat. C'est bien une armée populaire, finalement. Voilà, donc on arrive à une sorte d'élan national, le terme est un peu anachronique, mais d'élan patriotique
dans un contexte d'Italie occupée, puisque pendant que la lutte se poursuit en Hispanie, Hannibal demeure encore en Italie. Donc on est quand même dans un pays qui est occupé, et donc il y a une sorte d'élan patriotique qui embrase même les couches les plus populaires de la société romaine, participe à cet effort patriotique pour bouter les Carthaginois. Et alors, la suite de l'histoire se passe évidemment vu que Carthage est sérieusement, comment dirais-je, amoindri et affaibli. Carthage n'est pas la seule cité à se partager l'Afrique du Nord. Alors, si Carthage, je l'ai dit en début d'émission, les dépendances de Carthage s'étalent un peu, qui consiste à la Tunisie actuelle, il y a à l'est de cette Tunisie actuelle, le royaume de Numibie. Et alors dans cette Numibie, il y a un roi qui règne, qui s'appelle Syphax. Et alors Syphax, lui, il était allié avec les Romains. Et pourquoi il se révolte pour s'allier aux Carthaginois, certainement dans une phase où les Carthaginois étaient en phase de gagner la guerre. Et donc ce Syphax a un compétiteur dans la personne de Massinissa. Alors toute cette histoire, on la doit évidemment à Tite-Live. C'est Tite-Live qui la relate magnifiquement dans son livre 30 de son histoire romaine. Et Massinissa, lui, qui est un prince également nubide, lui est l'allié de Rome. Et étant l'allié de Rome et désireux évidemment de prendre les territoires de Syphax, va demander l'assistance de Rome pour punir Syphax de sa défection. Et donc Syphax sera vaincu, sera forcé de s'empoisonner. Et d'ailleurs, la petite ironie, le petit côté un peu savoureux de l'histoire, c'est que la femme de Syphax, Sophonispe, se remariera avec Massinissa, qui deviendra roi de Numibie, et comme il sera allié de Rome et qui participera de manière assez importante à la bataille de Zama, et bien on verra son territoire de Numibie assez agrandi, et ça chamboulera totalement la géopolitique de l'Afrique du Nord après la bataille. Mais peut-être pouvons-nous revenir sur la bataille, le côté un peu stratégique de cette bataille décisive, Gauthier. Oui, avant de nous intéresser aux aspects stratégiques de la bataille, on peut effectivement dire que autant Syphax a pâti des guerres puniques, autant Massinissa, puisqu'il était dans le bon camp, dans le camp des vainqueurs, a tiré son épingle du jeu, puisqu'il me semble que Massinissa meurt dans les années 150 avant Jésus-Christ. Je pense qu'il meurt en 148 avant Jésus-Christ. Très juste avant la chute définitive de Carthage. Oui, ça c'est amusant. Un an avant, puisque je crois que Carthage tombe en 147. En tout cas, il a survécu un demi-siècle après la bataille de Zama. Eh bien, si Carthage avait gagné la guerre, on peut penser qu'il en aurait été tout autrement, bien sûr. Concernant donc les aspects stratégiques de cette bataille, il faut dire qu'il n'y a pas égalité de moyens entre les deux camps, hein, puisque les Carthaginois, qui sont un peu essorés par un certain nombre de défaites successives depuis en gros 210 avant Jésus-Christ, les Carthaginois arrivent dans la bataille avec une nette infériorité de moyens, et en particulier ils ne disposent pratiquement plus de leur cavalerie numide, cette cavalerie qui avait été source de leur précédente victoire en Italie. Mais Hannibal pense pouvoir se refaire, il choisit de placer une vingtaine d'éléphants en première ligne. Alors il faut savoir que c'est pas une anecdote zoologique pour le coup, ce sont pas des éléphants comme nous les connaissons actuellement, des éléphants d'Afrique, c'est a priori une sous-espèce, c'était une sous-espèce d'éléphant d'Afrique, qui a disparu, qui a donc été utilisé par l'armée carthaginoise, dont le cheptel, si l'on peut dire, a été récupéré par les Romains ensuite, et qui s'est éteinte vers le IIe siècle après Jésus-Christ, dans ce qu'on appelait les Vénatios. Les Vénatios, c'était les jeux romains du cirque. Ces éléphants ont été tellement exploités, tellement massacrés, qu'ils sont disparus à peu près 400 ans après cette bataille. En tout cas, il y a une vingtaine de ces pachydermes qui est utilisé en première ligne de la bataille de Zama. En deuxième ligne, il y a des mercenaires qui ne sont pas carthaginois, qui sont des Gaulois, qui sont des Ligures. Alors, les Ligures, Benjamin, je pense que c'est au nord de l'Italie.
hein. Et puis en troisième ligne, donc de manière un peu plus sécurisée, il y a donc les Carthaginois, l'infanterie carthaginoise, et puis quelques alliés africains. Aux ailes, il y a naturellement la cavalerie, cavalerie carthaginoise à l'aile droite, cavalerie numide à l'aile gauche, en tout cas la part des Numides qui n'a pas rejoint Massinissa, puisque finalement les Numides se sont séparés entre les deux camps, entre le camp romain et le camp carthaginois. Mais comme nous l'avons dit en introduction de cette partie sur les aspects stratégiques de la bataille, la cavalerie numide qui persiste dans le camp carthaginois est quand même en nombre très très nettement inférieur par rapport aux campagnes passées. Mais Hannibal pense pouvoir gagner, bien sûr. Le but du chef carthaginois, c'est naturellement de faire charger les éléphants, ensuite d'envoyer les mercenaires lancer un premier assaut, et puis ensuite, dans un troisième temps, faire intervenir cette troisième ligne de l'infanterie carthaginoise. Mais il y a un problème, Benjamin, c'est l'aspect composite de cette armée, la multiplicité des langues, la multiplicité des techniques de combat et même des armes qui sont utilisées au sein de cette coalition assez composite, hétéroclite, oui, et puis fragile, ce qui fait que les interprètes ont du mal à traduire les ordres, et donc, Benjamin, eh bien, Hannibal a une première faiblesse tactique qui conduit progressivement à sa défaite face aux Romains. Scipion, l'Africain qui a pris la tête des opérations. Alors Scipion avait mûri un peu son intervention, puisqu'il s'était laissé en moins 205, puisqu'il avait envahi la Sicile. Il avait projeté d'intervenir en Afrique après avoir investi la Sicile et s'être assuré le contrôle, le concours de Massinissa. Et alors Scipion a une tactique assez originale, c'est de faire disposer ses troupes, les fameuses tortues notamment, dans une disposition assez particulière, c'est-à-dire que en laissant charger la première ligne d'éléphants, il va créer une sorte de vide entre ses troupes, ce qui va faire pénétrer les éléphants dans le vide, mais déstabiliser totalement les éléphants qui ne savent plus qui charger et où intervenir. Et donc, de ce fait, cette première ligne d'éléphants sera totalement inoffensive. Et cette première ligne étant totalement inoffensive, eh bien, Scipion va lancer sa cavalerie contre les deux infanteries pour percer les lignes, l'infanterie de mercenaires et l'infanterie carthaginoise, et donc conduire au désastre. C'est-à-dire que Rome s'en sort avec des pertes qui sont assez dérisoires par rapport aux morts catastrophiques qu'on compte dans le camp carthaginois après la bataille. Oui, on est loin effectivement de certaines batailles d'un passé récent, notamment de la bataille de Cannes. C'est une pleine victoire effectivement pour la puissance romaine. Alors on va sans doute en arriver, peut-être pas à la troisième guerre punique, mais aux suites géopolitiques immédiates de court terme après la bataille de Zama. Il faut dire que cette bataille de Zama, même si elle est capitale dans ce récit de la deuxième guerre punique et des guerres puniques en général, et de l'affrontement entre Carthage et Rome en général, elle est assez méconnue du grand public, cette bataille. Elle est assez peu traitée aussi. Pour avoir consulté... déjà, il n'y a pas de bibliographie sur cette question spécifique de Zama. Il y a beaucoup d'écrits sur les guerres puniques, mais pour avoir consulté un petit peu pas les sources, on vous a présenté les sources autour de Polybe et Tite-Live notamment, mais pour avoir consulté des choses écrites sur Zama, on a trouvé par exemple dans le dictionnaire de l'Antiquité, mythologie, littérature, civilisation de l'université d'Oxford, l'équivalent de 5 lignes sur Zama, et encore, il est heureux que Zama ait une entrée dans ce dictionnaire, parce que, de mémoire, dans un dictionnaire équivalent de l'Antiquité qui avait été édité au PUF, Zama n'existe pas. Il n'y a pas d'entrée sur la bataille de Zama. Il faut dire que c'est un dictionnaire sur l'Antiquité égyptienne, grecque et romaine, donc un peu plus gros. Enfin, il doit traiter beaucoup plus de faits, mais on pourrait penser que Zama, par son caractère des batailles capitales, serait traité, eh bien, ça n'est pas le cas, et on retient beaucoup plus Hannibal, on retient beaucoup plus Scipion l'Africain, ou, eh bien, on retient beaucoup plus Carthage, qui est un peu une civilisation assez étonnante, parce qu'on est étonné de voir que Carthage, de nos jours, Carthage est une simple ville de Tunisie, eh bien, avant
Avant l'Empire romain, c'était une civilisation quasiment concurrente de Rome, et Carthage aurait très bien pu représenter un contre-modèle dans le monde méditerranéen, même si, on le verra, Benjamin, et tu vas sans doute l'expliquer là dans quelques instants, Carthage ne s'est jamais vraiment relevé de Zama, et il y aura une troisième guerre punique qui ne sera pas plus heureuse pour la puissance carthaginoise. Et oui, si l'histoire a retenu comme un baroud d'honneur cette troisième guerre punique, qui n'a duré que 3 ans, entre moins 149 et moins 146, le véritable coup porté à Carthage, c'est véritablement l'épilogue de cette deuxième guerre punique et cette défaite de Zama. Puisque même si Carthage conserve une réalité géographique, institutionnelle, politique, Rome signe par cette victoire de Zama son monopole et son primat dans la Méditerranée. Et ce primat dans la Méditerranée, il est à la fois construit par la faiblesse de Carthage, mais il est à la fois consolidé par ce nouveau royaume numide qui se constitue en contact avec Carthage, qui continue d'exister, mais qui s'étend donc du sud de la Tunisie actuelle jusqu'à environ à la frontière actuelle du Maroc. Donc toute l'interface algérien et tunisien à peu près, notamment à côté de Chirta, toute cette interface est une sorte de royaume allié des Romains qui enserre un peu Carthage entre la Méditerranée et cette puissance numide alliée de Rome. Donc c'est vrai que Carthage est détruite et maudite en moins 146, mais le véritable coup de grâce, c'est cette défaite de Zama. Et quand Carthage sera détruite, Rome investira les territoires, ça deviendra une province romaine en Afrique. Donc, que tirer de ce désastre? Il est vrai qu'il y a eu un traité de paix, que Carthage continue à exister, mais à quel prix? Il y a une indemnité de plus de 10 000 talents qui doit être versée annuellement à Rome. Donc il y a un puissant, je viens de le dire, royaume numide par ce Massinissa qui ne veut pas mourir avant la décennie 140. Donc cette victoire de Zama consacre la primauté de Rome dans la Méditerranée occidentale. Ça va de pair d'ailleurs avec, tu as évoqué tout à l'heure la défaite de Philippe V, hein, qui était le dernier grand roi de Macédoine. Hein. Après, la Macédoine rentre en décadence avant d'être conquise par les Romains. Voilà, il n'y a pas de contestation, il n'y aura plus de contestation méditerranéenne de Rome jusqu'à sa décadence peut-être. Oui, on peut dire ça. Toutes les contestations qui suivront avant cette décadence au 5e siècle, au 4e siècle, sont des petits épisodes comme la guerre sociale en 90 avant Jésus-Christ, mais il n'y a pas de comparaison. Mais effectivement, Benjamin, quand tu dis Carthage a été détruite, c'est même plus que ça, parce que on ne s'est pas contenté de détruire les bâtiments publics ou de piller les habitants et puis de repartir. En fait, Carthage a été détruite, donc ses habitants ont soit été tués, soit été esclavagisés, et la ville a été brûlée jusqu'au sol, et on a reconstruit une nouvelle ville sur je sais même pas s'il y avait des ruines d'ailleurs, cette espèce de dalle vide que devait constituer à l'époque l'ancienne ville de Carthage. Carthage est vraiment détruite jusqu'au sol pour qu'il ne subsiste pas de souvenir qu'une contre-puissance ait pu s'établir en face de cette puissance orgueilleuse et montante qui était la Rome, pas encore impériale, mais la République romaine. C'est vraiment une destruction très symbolique de ce que voulait montrer Rome aussi au reste du monde, parce qu'on peut penser que les peuples qui estimaient qu'ils pouvaient être conquis dans un avenir proche par Rome, comme les peuples gaulois, s'ils avaient la nouvelle de la destruction de Carthage, peut-être devaient-ils en être impressionnés psychologiquement. Bon, je suis pas sûr que ce soit si vrai ce que je dis, parce que je sais pas si les nouvelles circulaient si vite, mais on devait bien savoir si concrètement dans les élites gauloises, par exemple, qui étaient plus cultivées que le bas peuple, naturellement, qu'une puissance avait été vaincue, Carthage, et ça devait sans doute questionner sur la capacité de résistance si jamais Rome décidait d'envahir
telle ou telle région du monde. Ce que Rome fera en envahissant la Gaule, en envahissant les îles britanniques, etc., en essayant de conquérir aussi l'Hispanie, ce qu'elle arrivera aussi à faire. Carthage, la défaite de Carthage en 147 avant Jésus-Christ a vraiment eu un effet psychologique. Il y a beaucoup de psychologie dans cette succession de guerres puniques. On vous l'a expliqué par l'exemple des éléphants qui sont très impressionnants mais assez inopérants sur le terrain. Il y a beaucoup de psychologie et aussi, je crois, l'impression d'un affrontement manichéen entre une sorte de bien et de mal. Ce que reprendront d'ailleurs jusqu'à l'époque actuelle les régimes totalitaires, par exemple les nationaux-socialistes et les fascistes, reprendront l'exemple à la fois des guerres puniques et de la bataille de Zama. Je pense qu'il a eu j'en suis sûr, même un film italien qui doit s'appeler Scipione l'Africano, vers 1941, je pense, Scipion l'Africain, qui reprend le récit, romancé bien sûr, et dans un sens fasciste, de la bataille de Zama. Et l'on y voit dans ce type d'œuvre de propagande que, en gros, Carthage incarne ce qu'elle est, une thalassocratie, et Rome incarnerait, donc Rome qui serait représentée par les fascistes et les nationaux-socialistes, incarnerait une tellurocratie, ce qui est plus complexe, puisque Rome, c'est aussi une thalassocratie concurrente, rivale de Carthage. La seule différence, c'est qu'elle a gagné par rapport à Carthage, notamment parce qu'elle avait pas forcément une supériorité d'effectifs, mais sans doute une supériorité technique. Et on voit comme ça que Carthage, les guerres puniques, Zama sont des figures qui sont utilisées, instrumentalisées bien des siècles plus tard, et que la figure d'Hannibal est encore assez connue du grand public parce qu'elle représente un exemple de stratégie militaire, même si non couronnée de succès. On peut penser que des figures comme Napoléon Bonaparte ou Erwin Rommel sont un peu des successeurs indirects, malgré eux, de Hannibal. Ils en partagent y compris l'issue, c'est-à-dire qu'ils sont brillants tactiquement, mais ils perdent soit le combat, soit la vie, et donc ils sont un peu des figures maudites de la stratégie militaire. Voilà, chers amis auditeurs, concernant Rome et Carthage, les guerres puniques, et puis cet affrontement capital, un petit peu manichéen, on l'a dit, de Zama, le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ. Et notre prochaine émission, jeudi 1er novembre, une chronique littéraire, reviendra, Benjamin, sur un ouvrage, je vais te laisser parler quelques instants, qui est un livre de François Bluch, Le despotisme éclairé. Alors qu'est-ce que c'est le livre et le concept de despotisme éclairé? Alors c'est un livre qui est paru par François Bluch s'est fait connaître par sa biographie, par son pavé biographique sur Louis XIV, et il a consacré un livre. Alors c'est un spécialiste des 17e, 18e, très spécialiste de l'ancien régime français, mais également des régimes contemporains de la monarchie absolue en France. Et le despotisme éclairé, c'est un mode de gouvernement, donc c'est une sorte de cas généraliste de plusieurs gouvernements qui se sont appliqués à plusieurs États européens totalement disparates, constitutions totalement différentes, aux souverains totalement également hétéroclites, en Prusse, à Vienne, à Moscou, au Danemark, en Pologne, qui se sont majoritairement inspirés de la France du XVIIe siècle, avec des conséquences totalement diverses. C'est une sorte d'alliage entre la monarchie absolutiste et la philosophie des Lumières. Donc c'est une problématique assez complexe, et elle est assez complexe, mais elle est d'autant plus qu'elle revêt des réalités totalement différentes selon les États. Donc c'est toutes ces différences que nous allons essayer de percer lors de cette émission. Voilà, nous reviendrons sur cet étrange alliage despotisme éclairé, une sorte d'alliance entre autorité et progressisme en même temps au cœur du XVIIIe siècle. Pas du XVIIIe siècle français, on verra, parce que une figure comme Louis XV n'était pas privé un despote éclairé, mais bien sûr une figure comme Frédéric le Grand, Frédéric de Prusse, et différents souverains qui représentaient des petits royaumes de grands empires, eux ont été des despotes éclairés. Cela nous le verrons donc le jeudi 1er novembre. Chers amis auditeurs, merci de votre écoute, merci Benjamin. Merci Gauthier. Et donc rendez-vous le 1er novembre prochain sur Fréquence Histoire pour le despotisme éclairé.